L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Apport collectif. Balado où trois experts de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public ou municipal apporteront à la table de discussion leur point de vue sur différents enjeux et questions entourant la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill et j'agirai à titre de modérateur. Pour ce 9e épisode, nos trois panélistes sont Alain Dubé d'Urgence Santé, Maître Patricia Girard de la ville de Saguenay et Gabriel Artaud de l'UQTR. Mesdames et messieurs, les objectifs de l'apport collectif sont entre autres de valoriser la profession d'approvisionneur et d'offrir une source d'information aux professionnels œuvrant dans la chaîne d'approvisionnement du secteur public ou municipal. Panélistes, pour cet épisode, nous discuterons de la nécessité de développer mais aussi de maintenir des relations solides et durables avec nos fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs afin de favoriser, entre autres, la résilience des chaînes d'approvisionnement. En ayant une chaîne fiable et robuste, nous éviterons des ruptures d'inventaire, donc une fiabilité des délais promis quant à l'acquisition des biens et services requis pour le bon fonctionnement du volet opérationnel. Panélistes, quels sont les mécanismes à mettre en place afin de stimuler l'innovation et la performance de nos fournisseurs? Pourquoi les fournisseurs jouent-ils un rôle crucial d'une chaîne d'approvisionnement? Qui veut se lancer? Ouais, je peux bien me lancer. Puis la première chose que je pense qu'il faut se poser comme question, c'est quoi une gestion efficace d'une chaîne d'approvisionnement? Parce que c'est la base. Donc, si on veut se mettre un objectif, puis on veut chercher à avoir une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement, il faut au moins se poser cette question-là. Parce que quelque part, c'est une gestion rigoureuse de ce qu'on fait, avec des liens avec un fournisseur qui est toujours là. Parce que veux pas, la chaîne d'approvisionnement, c'est un mélange à deux en tant que tel. L'organisme, les acheteurs et les fournisseurs qui sont de l'autre côté. Ça prend des relations solides avec un fournisseur. Il faut développer ces relations solides-là avec ça. Ça prend une communication ouverte aussi parce que quelque part, si tu n'as pas ta communication ouverte avec ton fournisseur, ben, tu vas juste t'enterrer. Donc, c'est la base en tant que telle d'avoir une bonne chaîne d'approvisionnement pour pouvoir fonctionner de ce côté-là. Donc, mais la fois qu'on définit ça, mais à partir de là, tu peux commencer à regarder plus loin puis de regarder c'est quoi un bon fournisseur, c'est quoi les autres choses que tu as. Mais il faut que tu te poses la question dans ton organisation en tant que telle, c'est quoi la clé d'une bonne gestion avec un fournisseur? Gabriel? Oui, effectivement. Puis la question qu'il faut se poser aussi, c'est à partir de quel moment on peut parler de relation avec le fournisseur? Et puis, souvent, on va parler au moment où on octroie le contrat. Je pense qu'on doit aussi regarder l'étude de marché. Quand on fait notre étude de marché, on vient, en quelque sorte, ouvrir un dialogue avec des fournisseurs potentiels d'un besoin qu'on a à combler. Et l'objectif qu'on a avec cette étude de marché-là, c'est de venir bâtir un appel d'offres qui va bien répondre au marché. Et je pense qu'à partir de là, quand on a fait une bonne étude de marché, qu'on a sondé la plupart des joueurs ou l'ensemble des joueurs d'un marché, on vient en quelque sorte bâtir des bases dans le fonctionnement qui devraient être positives là, pour la suite du contrat. Donc, il y a aussi dans l'exécution du contrat, Alain parlait d'une bonne communication. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important qu'à certains moments, l'approvisionnement puisse être dans ce dialogue-là, pas juste le requérant avec le fournisseur, parce que parfois, on peut avoir une position un peu plus neutre, détachée, bien qu'on est là pour travailler pour notre organisation, mais on n'est pas dans l'émotion de ce qui fonctionne moins bien. Puis le dialogue, comme Alain disait, moi, par expérience, souvent, ça a résulté par des bons résultats, là, d'avoir ce dialogue-là ouvert avec le fournisseur.
pour dire que ça va bien, puis quand ça va moins bien également, non. Une bonne visite de marché, Gabriel, pour enchérir, ben, ça nous permet d'établir un appel d'offres qui a des conditions commerciales qui vont être intéressantes pour le fournisseur. Ça nous permet de mousser aussi l'appel d'offres puis d'être vraiment sûr qu'il va répondre aux besoins de la ville puis qu'il va répondre aux besoins du marché aussi. C'est le meilleur marché qu'on peut faire au final, c'est celui où le donneur d'ordre ben, il obtient un produit ou un service qui répond à son besoin, paye un prix raisonnable puis que le fournisseur lui-même fait un profit raisonnable. Mais pour y arriver, il faut nécessairement être à l'écoute de nos fournisseurs. Je suis d'accord avec toi là, que la visite de marché, c'est vraiment un incontournable. Si je peux me permettre, là, pour bâtir une bonne relation de confiance avec les fournisseurs, je pense que ça passe aussi par le respect. Tu sais, des fois, rapidement, là, on tombe en mode combat là, avec les fournisseurs. On voit ça aussi dans un manque d'expérience. Je pense, là, on pense qu'il faut aller se battre à la guerre pour nos organisations. Puis je pense que c'est une erreur de le faire de cette façon-là. Euh, J'écoutais une entrevue à la radio où le MTQ, là, il y avait un porte-parole du MTQ, puis le journaliste essayait de faire dire que le nouveau fournisseur il était pas bon, puis que la route était mal déneigée cette année. Puis j'ai vraiment apprécié la réponse du représentant du MTQ. Il expliquait, bon, c'est sa première hiver, la route est difficile, on est en communication constante avec le fournisseur, on est en train de l'accompagner pour qu'il atteigne les standards du MTQ. Puis, je pense que ce support-là, c'est un support qui est nécessaire pour aider nos fournisseurs à atteindre un standard acceptable pour nos organisations, plutôt que de se mettre en mode confrontation tout de suite. Je pense qu'un fournisseur, on doit penser que c'est un coéquipier. Oui. C'est un joueur de l'équipe. Parce que si Exact. tu le prends comme un ennemi toujours, tu vas toujours être en problème. Si le fournisseur réussit, tu vas réussir aussi. La victoire, elle se fait à deux ensemble. Là. Donc, elle se fait pas tout simplement. Puis j'aime ton exemple avec le ministère des Transports qui disait, bon, on travaille ensemble, il y a des problèmes, on a des problèmes, on s'ajuste, il doit s'habituer à ce nouveau contrat. Puis, je pense qu'il faut vraiment le voir comme un coéquipier et non un adversaire ou quelqu'un qui est là de ce côté-là. Puis trop souvent, dans le passé, les philosophies qu'on établissait avec certains organismes gouvernementaux, c'était que le fournisseur était un adversaire. Tu ne pouvais pas lui parler, tu ne pouvais pas prendre le temps de t'asseoir avec lui. Tu devais même dans certaines fois, si tu jasais trop avec lui, c'est comme si tu mettais la main dans le tordeur, puis tu devenais tout simplement tomber dans son jeu, puis tu dois venir tu vas tout simplement faire de la corruption ou quoi que ce soit. C'est pas vrai. Il ne faut pas voir le fournisseur de cette façon-là. Il faut voir le fournisseur comme un coéquipier. Comme disait Gabriel tantôt, oui, on a une indépendance aussi. C'est important d'avoir cette indépendance-là. Mais justement, les gens des approvisionnements, on n'est pas proche du fournisseur, en guillemets. On ne travaille pas à longueur de journée avec. Dans l'opération. C'est en plein ça. Donc, cette indépendance-là me permet justement de le voir comme un bon coéquipier, puis de justement garder cette distance-là, puis garder une certaine vision objective de ce qu'il fait versus ce qu'il ne fait pas. Et moi, je vais encore continuer sur l'exemple de Patricia parce qu'un élément, moi, que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait que, le représentant du MTQ dit c'est un nouveau fournisseur et dans certains secteurs, dans le privé, on va faire des contrats sur du très, très, très long terme, mais dans notre cas, les lois nous obligent à avoir une durée limitée, puis ça nous amène à faire un appel d'offres, ce qui fait qu'à un moment donné, on a des fois, on garde le même fournisseur, des fois, il y a un changement. Et il faut quand même être conscient qu'il y a une période d'apprentissage du fournisseur, soit, la connaissance du fonctionnement du donneur d'ouvrage et tout ça, mais des fois, il y a de l'embauche à faire parce que c'est un nouveau contrat, donc c'est des nouveaux employés qu'il y a à gérer et tout ça. Donc, il faut avoir cette conscience-là que ça se peut que pendant un certain temps, ça roule un petit peu plus carré, là, si je peux m'exprimer ici, mais que, on travaille à ce que ça s'améliore. Puis je pense que c'est le travail du donneur d'ouvrage aussi de suivre le fournisseur puis de travailler avec lui pour que rapidement, il puisse atteindre le standard de qualité de l'ancien fournisseur ou d'être exactement là, comme on souhaite dans l'appel d'offres, mais il ne faut pas penser que le jour 1, le fournisseur qui a un nouveau contrat, peut-être des nouveaux employés, des fois même des nouveaux équipements, que tout va fonctionner comme c'était avant avec l'autre fournisseur. Donc, il y a cette période d'apprentissage-là, puis peut-être des fois préparer nos clients internes qui sont impactés par ce contrat-là, dire, il va y avoir une période de transition, on va travailler à ce que ça ait le moins d'impact possible sur le fonctionnement de l'université, là, dans mon cas de l'université, là, mais de l'organisme public. Là. Gabriel,
Ce que tu viens de mentionner, c'est souvent aussi, ça vient du requérant. Le requérant est habitué de travailler avec un fournisseur, ça fait des années, on lance un appel d'offres, c'est un nouveau fournisseur, puis le concept du onboarding, comme on dit, d'amener le nouveau fournisseur, de comprendre comment ça fonctionne, ça va lui prendre du temps, mais souvent, c'est le requérant qui lui laisse des fois pas de chance. Ouais. C'est là que c'est important de mettre un processus d'évaluation continue. Oui, c'est ça. Quand tu fais, trop souvent, malheureusement, dans notre tête, puis quand on fait des évaluations, parce qu'on n'en fait pas souvent, hein, on s'entend que souvent, c'est à part pour dans la SCOP que vous avez des contrats d'informatique de 100 000 et plus, vous devez le faire. Mais je pense qu'on doit mettre un processus d'évaluation, des rencontres avec le fournisseur, que ce soit les gens des opérations avec le fournisseur, que ce soit nous autres, incluant nous autres dans les présentations. Donc, on doit mettre ces rencontres-là d'évaluation de façon continue. Qu'on les planifie même au contrat, de dire au contrat, on va se rencontrer tous les 3 mois à tout, quoi que ce soit, de façon à lui donner un feedback continu. Tu sais, c'est un peu difficile d'arriver à la fin du fournisseur du contrat, de dire t'es pas bon. Quand tu n'as jamais dit que tu n'étais pas bon tout le long du processus, qu'il n'était pas fin, il n'était pas bon, qu'il ne faisait pas l'ouvrage. Donc, souvent, les gens deviennent surpris. Ben, je l'aurais corrigé si je l'avais su. Trop souvent, on disait tantôt, nos clients ne nous parlent pas, nous autres, aux approvisionnements. Ça va pas bien, dites-moi-le. Attendons pas à la fin, je ne veux pas le revoir, ce fournisseur-là. Il était pourri, je ne veux pas le revoir. Mais on aurait pu corriger. La plupart des fournisseurs ne le sachent pas. Donc, s'ils ne le savent pas, tout simplement, ils ne peuvent pas corriger la situation. Donc, c'est là, quand on parlait de coéquipier tantôt, qu'on parlait de travail d'équipe, il faut que ça devienne un travail d'équipe, ça devienne un coéquipier parce que mal gérer un fournisseur, ben, en partant, tu vas te mettre dans le trouble. Donc, il faut que tu prennes le temps, ça prend du temps, ça prend des efforts, mais il faut que tu gères ton fournisseur de façon adéquate. Si tu gères ton fournisseur adéquat, tu lui donnes des feedbacks, tu lui permets de se corriger, puis comme Gabriel disait tantôt, ben, il ne faut pas s'attendre que demain matin, qu'il va être 100% équivalent à la personne qui fait 10 ans qui fait le même ouvrage. Non. Il y a une construction, il doit monter la pente. C'est comme n'importe quel sport. Quand vous changez d'équipe, vous avez le temps de connaître le jeu, comprendre les règles du jeu, comment que ça fonctionne et la faire fonctionner. Donc, je pense que ce côté-là, il faut construire dans votre devis, dans votre appel d'offres, un processus justement d'évaluation de fournisseurs, pas juste l'évaluation à la fin pour dire t'es bon, t'es pas bon. Donc, tout le long de ce côté-là. Vraiment, Alain, je vais renchérir là-dessus. Effectivement, il faut que tu le prévois à l'appel d'offres. Au-delà de ça, il faut que tu formes ton requérant pour que lui soit en mesure de faire cette évaluation-là aussi. Tu sais, c'est lui qui est proche de son fournisseur, c'est lui qui le voit au quotidien. Mais il faut que tu sois à même de produire cette évaluation-là puis qu'elle soit conforme. Moi, il y a 2 cas, messieurs, où je suis une servante des évaluations de rendement. C'est sûr que, tu l'as dit, Alain, on n'en fait pas partout. Dans un monde idéal, on rencontrerait tous nos fournisseurs annuellement, puis on se taperait dans le dos, mais malheureusement, on se cachera pas là, qu'on manque tous de ressources. Donc, moi, j'ai vraiment 2 cas sur lesquels je pense que c'est important qu'on axe sur des évaluations de fournisseurs quand c'est des nouveaux fournisseurs pour toutes les belles raisons que vous avez nommées, communiquer nos attentes, leur permettre d'atteindre nos standards. C'est vrai parce que c'est vrai d'autant plus dans un marché limité, ça nous permet de créer de nouveaux fournisseurs puis les garder aussi, là, développer de la relève dans des marchés qui sont plus limités. C'est important de pas tomber dans une situation de dépendance. Fait qu'on va vouloir vraiment créer une situation où on va venir mettre cette collaboration-là plutôt que de tomber en mode d'opposition, perdre des fournisseurs, des fournisseurs insatisfaits. Et deuxième cas où je trouve que c'est vraiment non seulement pertinent, mais nécessaire pour s'assurer de voir aux intérêts de nos organisations, c'est quand nos fournisseurs ils ont une importance stratégique pour nos opérations. S'il y a un fournisseur qui produit un bien puis qui rend un service qui est critique, ben c'est important de l'évaluer plus fréquemment. En cas de sous-rendement, ben on va pouvoir être capable de l'attraper rapidement au vol. On va être capable de trouver des solutions avec ce fournisseur-là, plutôt que d'avoir laissé la situation se dégrader à un point où il pourrait avoir des impacts puis des impacts graves quand on parle de fournisseurs stratégiques qui se feraient sentir dans nos organisations. Je trouve ça important dans ces 2 cas-là, plus que dans les autres, idéalement partout, mais dans ces 2 cas-là, je trouve ça hyper important qu'on fasse des évaluations de rendement, au moins annuellement, puis si on est capable, même plus fréquemment, effectivement. Puis je pense qu'il ne faut pas voir l'évaluation. Le mot évaluation, souvent, est vu, même pour les employés, là, quand vous faites l'évaluation de vos employés, c'est vu d'une façon péjorative. Le but de la rencontre, OK, c'est de déterminer les forces et les faiblesses, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien, pour justement prendre le temps de voir, parce que comment ça va,
C'est quoi? Puis nous autres aussi, en tant qu'à l'interne, on cause peut-être des problèmes aux fournisseurs. Donc, lui aussi peut nous évaluer en disant, ben, si tu changeais ta façon de faire là, parce qu'on parlait de coéquipier, de partenariat, c'est des beaux grands mots qu'on jette habituellement dans les airs, là. Mais si on veut vraiment faire un partenariat, ben, le fournisseur, souvent, il va voir des choses qui nous permettraient de faire des économies, de faire d'améliorations. C'est sûr qu'on est toujours pris jusqu'à un certain point dans le carcan de l'appel d'offres parce que vous ne voulez pas dénaturer votre appel d'offres, vous ne voulez pas ça devienne des frais accessoires ou quoi que ce soit, puis toujours partir en appel d'offres. Mais je pense qu'il faut peut-être avoir cette nouvelle philosophie-là en disant il y a un partage d'informations, il y a un partage. De plus en plus, on commence à parler de partage de revenus, en guillemets, ou de profits. S'il y a des économies, on donne un part. Ça se fait beaucoup en Europe, ça se fait énormément en Europe, au Canada. Québec, absolument pas. Mais en Europe, ça se fait beaucoup. Ou que le fournisseur va investir, puis s'il y a un gain, vous allez avoir une partie du retour. S'il y a des pertes, bien, les deux vont partager les pertes de ce côté-là. Ça ne sera pas juste d'un côté seulement. Mais je pense qu'il faut trouver une façon de l'amener, même si la loi ne nous le permet pas directement, minimalement de l'amener d'une façon philosophique. S'asseoir avec le fournisseur, parler de ses forces, parler de ses faiblesses, lui laisser nous dire c'est quoi nos forces et nos faiblesses aussi. Parce que quelque part, il y a peut-être des choses que je peux corriger de la façon que lui, ça va y rendre la vie plus facile. Puis à partir de là, ça va permettre justement d'être potentiellement plus économique dans ce qu'il fait. Alain, tu amènes un bon point, Alain, excuse-moi, Patrick, parce que, tu sais, on parle de nous, on peut faire une évaluation de rendement insatisfaisant, qui peut exclure un fournisseur pour 2 ans, mais un fournisseur qui a une mauvaise expérience avec un donneur d'ouvrage, il ne fera pas un processus formel d'évaluation de rendement insatisfaisant, mais quand on va relancer l'appel d'offres, il va dire, tel donneur d'ouvrage, là, j'ai assez donné, justement, je passe mon tour et tout ça, et des fois, dans des marchés qui sont plus limités, c'est la concurrence qu'on a en moins, c'est bon. Donc, quand tu dis qu'on se fait aussi évaluer, ben oui, c'est moins fait de façon formelle, mais on peut le voir quand un fournisseur dit moi, je suis prêt à ne plus avoir de business avec ce donneur d'ouvrage-là. Puis c'est des choses qui arrivent, là. Je suis d'accord que lui aussi va pouvoir dire moi, je ne fais plus affaire avec eux autres, là. Tu comment ça fait qu'on n'a pas de fournisseur, qu'on n'a pas de soumissionnaire, mais si tu lui rends la vie trop dure, il va se sortir de ça. Il ne faut pas oublier, l'évaluation, c'est comme un GPS. OK? Ça me permet de dire si le fournisseur s'en va dans la bonne direction, si nous, on s'en va dans la bonne direction aussi. Donc, il faut vraiment voir le mot évaluation. Il ne faut pas l'amener d'un côté négatif. C'est vraiment d'un côté constructif, comment on peut le faire. Puis la première évaluation qu'on doit faire, bien, comme disait Patricia tantôt, ben, c'est au début d'un nouveau contrat. C'est important de le faire au début d'un nouveau contrat, de s'asseoir, de voir c'est quoi ses craintes à lui, parce qu'il peut avoir des craintes, voir c'est quoi ses craintes, voir c'est quoi les craintes qu'on a, nous autres, versus l'expérience précédente, parce que peut-être il y a eu un fournisseur problématique. Donc, il faut prendre le temps de mettre les cartes sur la table, de le faire correctement, puis d'ouvrir justement ce canal de communication-là. Parce que l'évaluation, comme on disait tantôt, oui, je peux tasser un fournisseur pendant 2 ans de temps, mais encore là, ça vous a donné quoi en tant que tel? Vous venez juste perdre d'un fournisseur qui était peut-être pas mauvais, qui était peut-être pas parfait, parce qu'il ne comprenait pas c'est quoi votre besoin exactement. Puis Alain, tu dis, on vient de le perdre pendant 2 ans, mais dans 2 ans, il peut resoumissionner, là. Il n'y a rien appris, ce fournisseur-là. Il repart avec le même bagage, il revient avec la même expérience, il va peut-être redéposer. Moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour nous de rencontrer le fournisseur, d'investir dans nos fournisseurs, de s'assurer de diversifier notre marché. Beaucoup plus intéressant pour nous. Tu parlais, Alain, tout à l'heure des partenariats qui sont en train de se mettre en place. Dans un autre épisode de podcast, on a parlé des modes collaboratifs là, qui sont explorés par la SQI. Il semblerait qu'il y aurait des avancées à ce niveau-là dans la nouvelle LCOM là, qui a été adoptée et dont on attend le projet de loi finale. Donc, ce serait une ouverture à certains types de partenariats. C'est sûr que les partenariats, comme on les connaît, c'est-à-dire un véritable partage d'informations, un véritable partage de risques, un véritable partage de bénéfices, même de revenus, ça n'existe pas encore, ou à tout le moins, on n'est pas nécessairement encore rendu là. Il y a des explorations qui se font. Moi, je pense que on pourrait peut-être aussi axer sur le fait qu'il y a des partenariats qui seront possibles avec des organismes à but non lucratif. Fait que c'est peut-être intéressant là de vraiment axer sur cette notion-là avec ces organismes-là. Puis par la même occasion, ça nous permet de contribuer à l'atteinte d'objectifs sociaux puis environnementaux. Fait que tu sais, si on veut explorer la notion de partenariat, ben soyons patients. Semble-t-il que ça arrive, mais en attendant, on a nos OBNL là, qui peuvent bénéficier de ça puis être des vrais partenaires là, pour dans nos affaires.
C'est la différence que tu as avec la loi des contrats des organismes publics. La loi des contrats des organismes publics, un OBNL est traité comme un fournisseur. Ouais, c'est De ça. la même façon qu'un fournisseur, il doit soumissionner, etc. Donc, puis c'est triste jusqu'à un certain point parce que quelque part, ces gens-là ont quand même une raison sociale. Puis on devrait pouvoir des fois, peut-être à coût équivalent ou même un petit peu plus cher, on est gouvernemental. Donc, on devrait pouvoir avoir un avantage pour ces gens-là en tant que tel. Mais dans la LCOP, malheureusement, c'est un fournisseur comme n'importe quel autre fournisseur. Mhm. J'aimerais ça revenir sur Alain, tout à l'heure, tu as parlé de points améliorés du fournisseur, mais est-ce que nous autres, comme donneurs d'ouvrage, on devrait collaborer avec ces fournisseurs-là? Peut-être que le fournisseur, il va cogner à ta porte pour te dire, peux-tu placer peut-être moins de commandes, les ramasser plus, puis faire je ferais une expédition, ou est-ce que tu peux me payer plus rapidement? Tes termes de paiement en net 45, c'est un peu long. Est-ce qu'il faut, comme donneur d'ouvrage, ouvrir la porte, essayer de travailler en équipe avec le fournisseur quand Oui et il a non. besoin de notre Il y aide? a des choses que tu vas pouvoir ouvrir la porte, mais ce que tu as écrit dans ton appel d'offres, tu ne pourras pas ouvrir la porte. Mm. Si tu écris 45 jours dans ton appel d'offres, quand même, tu y paierais plus rapidement. Mais là, tu tombes en potentiellement, c'est comme moi, je n'ai pas soumissionné parce que 45 jours, ça ne faisait pas mon affaire. Puis si tu m'avais mis 15 jours de paiement, peut-être j'aurais soumissionné parce que ça faisait mon affaire. Donc, il faut faire attention de ce que tu peux bouger et ne pas bouger. Les OK? gré à gré, ça, tu as plus de Le flexibilité. gré à gré, c'est une autre histoire. Tu fais un gré à gré, tu es en bas des seuils, tu fais un gré à gré, il n'y a aucun problème de ce côté-là, tu peux le travailler. Avec lui, tu peux le travailler, c'est pas un problème de ce côté-là du tout, du tout. Même, mais dès que tu es en mode légal, appel d'offres, c'est justement là, quand on parlait dans les émissions précédentes, d'analyse des besoins, analyse du marché. Il faut que, si tu connais bien ton besoin, si tu connais ton marché, peut-être que tu peux aller chercher certaines choses dans ton appel d'offres pour justement attirer à la pêche, puis attirer ces fournisseurs-là. Ah, ils vont me payer dans les 24 heures tout le temps, s'il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit. Ça m'intéresse, mon cash roule. Je peux lui donner un meilleur prix, mon argent va rouler. Parce que c'est pas vrai, là. Quand vous payez à 45 jours, 60 jours, 100 jours, 120 jours, c'est le fun. Hey, c'est merveilleux, on joue. Mais le fournisseur, lui, le calcule dans son prix de vente. Mhm. Ce qu'il perd en argent d'intérêt ou d'argent parce qu'il doit investir cet argent-là dans vous autres, ben, il vous le recharge par en arrière. Donc, il n'y a rien de gratuit dans la vie. C'est sûr et certain. Mais oui, je pense qu'il y a une flexibilité qu'on doit voir comment tu peux la travailler. Puis c'est là qu'on pense qu'on doit sortir tranquillement, pas vite, trouver une façon. Tu sais, on parle d'innovation, on parle de façon différente de faire des appels d'offres. J'étais dans une rencontre il n'y a pas si longtemps au HEC, puis on parlait d'innovation, où on avait un professeur d'innovation qui faisait des belles choses, qui parlait de belles choses intéressantes. Puis il y avait une compagnie qui était en avant qui parlait d'innovation, mais malheureusement, j'ai levé la main et dit oui, mais c'est beau tout ça. Mais vous parlez d'innovation, vous parlez en bas des seuils. La journée que vous remontez en haut des seuils, je suis pris avec un appel d'offres. Donc, tout le temps que mon fournisseur a pris pour passer le temps, préparer l'évaluation, préparer les gains, monter les gains d'économie qu'on pouvait faire, ben tu disais en passant, mon chum, merci beaucoup. Mais moi, c'est peut-être le voisin qui va l'avoir parce que tu m'as fourni mon devis indirectement. Je vais monter ce que tu vas avoir, ce qu'il y a à faire de ce côté-là, puis je vais partir en appel d'offres. C'est là qu'on a un problème de flexibilité. C'est sûr que les gens ont répondu ouais, mais tu peux faire un avis d'intérêt, vérifier, avancer, prendre le temps, faire des projets pilotes. Mais quand tu me donnes 3 milliards à couper dans les 6 prochains mois, je peux C'est pas me plus en mode permettre de faire réaction, des hein? actes d'intérêt, des projets pilotes ou quoi que ce soit, là. Je n'aurai pas de résultat. Je pense qu'il faut trouver un mode de flexibilité. Puis Ouais. le Conseil du Trésor a changé beaucoup, beaucoup de choses dernièrement du bon côté. Mais il y a encore du chemin à faire de ce côté-là, c'est sûr et certain. Mais il faut faire attention, il y a une frontière aussi, hein. La frontière de tomber de l'autre côté de la frontière. Donc, de choisir un fournisseur en particulier parce que je l'aime, parce qu'il fait bien l'ouvrage, parce que, etc. Le but de la loi, c'est de créer une transparence. Donc, là, dès que dans ta tête, tu perds cette transparence-là, tu as un problème. Donc, il faut faire attention justement parce que l'importance de la transparence, la loi est pour la transparence. Donc, tu dois garder une certaine transparence, mais il faut trouver une réactivité aussi, une façon de travailler, une façon de le faire différemment aussi. Puis Alain, tu parlais tantôt, puis tu as tout à fait raison, hein, c'est un juste équilibre là, qu'on essaie d'établir entre assez de règles pour éviter justement ces problèmes d'équité-là ou de transparence-là, puis pas trop de règles pour justement permettre l'innovation puis nous permettre d'avancer un petit peu. Tu parlais tantôt, Alain, là, qu'il fallait pas aller à l'encontre de ce qu'il y avait de marqué dans l'appel d'offres quand on rencontrait nos fournisseurs pour discuter avec puis essayer de corriger certaines choses. Mais
même au-delà de ne pas diminuer nos obligations contractuelles, on peut-tu au moins s'assurer de respecter nos engagements contractuels? Tu sais, des fois, on marque des affaires dans l'appel d'offres, on leur dit, voilà. En 45 jours, tu payes en 120. Oui, on peut toujours se ramener à 45 puis s'engager vraiment à 45. C'est possible aussi de se négocier des contrats plus flexibles. Hein? Il y a certaines clauses qu'on est capable de mettre pour venir pallier à des changements, des imprévus. Fait que quand il arrive des situations imprévues avec des fournisseurs, ben on est capable de leur de pallier un petit peu. C'est sûr que si on a un contrat forfaitaire très fixe, très fermé, mais ça va être plus difficile. Mais dans certains cas, on est capable c'est avec tout ce qu'on voit en matière de tarifs douaniers, d'augmentation des matières premières actuellement, là, un petit peu de flexibilité dans nos contrats, c'est pas méchant non plus. Tu sais, des clauses technologiques. Demain matin, tu fais un contrat en informatique de 3 ans, exemple. On prend l'informatique comme exemple. L'informatique change tellement vite, l'intelligence artificielle change tellement vite. Demain matin, ton fournisseur te développe un morceau d'intelligence artificielle. Ben, si tu as un peu de flexibilité, justement, d'une clause de changement technologique, ben, tu peux continuer à pousser avec ce fournisseur-là, à changer, à modifier, à être plus efficace de la façon que tu travailles. Puis je suis 100% d'accord avec toi, Patricia, quelque part, il faut penser en tant qu'approvisionnaire, comment on peut se donner une flexibilité dans le travail, tout en respectant la loi, bien sûr, et respectant notre contrat qu'on a fait. Panéliste, comment un donneur d'ouvrage peut s'assurer que ses fournisseurs partagent ses valeurs? Par le développement durable, l'éthique. Je sais qu'il y a la marge préférentielle qui existe, mais est-ce que vous avez des pistes à donner? Ben, ça dépend de ce que tu as dans tes exigences contractuelles, dans ton appel d'offres ou dans tes documents normatifs de ton organisation. Dans le milieu universitaire, beaucoup d'universités ont un code de conduite des fournisseurs, donc c'est intégré non seulement à l'appel d'offres, mais même dans chacun des achats dans beaucoup d'universités, donc qui comprend des mesures en lien avec tous les aspects du développement durable, que ce soit respect de l'environnement, au niveau du travail, au niveau social et tout ça. Donc, il y a plusieurs aspects comme ça. Donc, ce qu'il y a dans les appels d'offres, tu parlais des marges préférentielles. Bon, on peut mettre des marges préférentielles au niveau du développement durable, même que des organisations vont mettre ça dans leurs critères d'évaluation dans un appel d'offres qualitatif où ils vont mettre un certain nombre de points en lien avec les éléments de développement durable et tout ça. Bon, on a des fois, les codes d'éthique touchent beaucoup les employés, mais des fois, on peut avoir des documents qu'on veut que les fournisseurs remplissent. Il y a toute la déclaration d'intégrité. C'est obligatoire au niveau du gouvernement du Québec, mais ça fait partie également des valeurs, je pense qu'on partage tous dans les donneurs d'ouvrages publics. Donc, on a plusieurs outils qu'on peut insérer autant dans le cadre normatif que dans nos documents d'appel d'offres plus précisément, qui viennent renforcer, tu fais affaire avec tel organisme, voici ce que nous, on encourage comme comportement ou qu'on veut comme comportement des fournisseurs. Il ne faut pas oublier aussi que la loi d'éco-responsabilité nous oblige, au Québec, d'utiliser des clauses d'éco-responsabilité, d'obliger les fournisseurs à penser éco-responsables. Donc, en communiquant justement ces valeurs-là à nos fournisseurs, valeurs qui nous sont données par la maison mère qui s'appelle le gouvernement du Québec, donc en partageant justement ces valeurs-là, quelque part, on va faire notre avancée, on va pouvoir avancer de ce bord-là et regarder comment on peut le développer. Je pense qu'on veut tous être verts, on veut tous avoir une voiture électrique, on veut tous plus consommer d'essence, on veut tous améliorer les GES. Il ne faut pas oublier qu'il y a un coût à ça aussi. Puis ça dépend de votre organisation à l'interne. Si votre organisation y croit énormément, potentiellement, vous allez mettre plus de temps. Mais n'oubliez pas, il y a quand même des obligations de loi que vous n'avez pas le choix de l'inscrire. Puis il y a des cibles qui sont mises annuellement par justement le ministère de l'Environnement pour combien de contrats, quelle valeur monétaire de vos contrats doit justement être éco-responsable. Puis quand vous faites des appels d'offres sur SEAO, vous avez des petites boîtes à cocher pour dire qu'est-ce que vous avez fait, puis c'est quoi vos pourcentages, justement. Donc, c'est probablement dans vos états financiers, à la fin de l'année, états financiers. Je sais que nous autres, c'est dans nos états financiers, il y a une section éco-responsabilité et on a des objectifs qu'on a dans nos plans, justement, qu'on est obligé de faire. On parlait un petit peu plus tôt de communication avec nos fournisseurs. C'est intéressant de venir mettre ces normes de développement durable, là, de responsabilité sociétale. C'est
de les intégrer à nos appels d'offres, mais il faut être en mesure, encore une fois, de s'assurer que notre marché est capable de répondre. Si on met un ISO 26 000 de responsabilité sociétale, écoute, grande chance que très peu d'entreprises répondent si c'est un critère d'admissibilité. Si on l'évalue puis on donne un certain pourcentage. Donc, il y a des choses qui sont capables d'être qu'on peut faire effectivement, mais il faut être conscient aussi de l'impact sur notre appel d'offres et de l'impact que ça va avoir dans le marché. Si c'est quelque chose qu'on veut développer, moi je pense que ça pourrait faire partie d'un partenariat avec des bassins de fournisseurs. On pourrait faire un programme pour les encourager ou faire un projet avec eux pour les encourager à développer ces normes ISO-là, de venir mettre des normes de développement durable dans leurs activités pour éventuellement, dans quelques années, avoir un bassin acceptable de fournisseurs qui sont en mesure de répondre, à notre appel d'offres puis de répondre à ces normes de développement-là qu'on veut mettre. Mais encore une fois, il n'y a pas de secret, ça va passer par une communication avec nos fournisseurs. Une chose qu'il ne faut pas oublier en tant qu'approvisionnaire, il faut faire attention à la fraude verte aussi. Hein. Ouais. Donc, de plus en plus, les fournisseurs vont développer des beaux plans. Pour tout le monde qui connaît un peu l'intelligence artificielle, si vous voulez un plan, je peux vous en composer un avec ChatGPT. Là. Ça va me prendre une demi-heure, puis vous allez avoir un plan parfait d'éco-responsabilité à l'intérieur de mon entreprise. Puis, mais si vous ne vérifiez pas les faits, c'est vrai ou c'est pas vrai, il faut faire vraiment attention. Quand c'est trop beau, là, c'est comme n'importe quoi. Quand ça a l'air trop beau, nécessairement, c'est peut-être pas vrai non plus. Là. Donc, il faut faire attention à cette éco-fraude-là qui existe de plus en plus. Parce que nous autres, on demande justement gouvernementalement d'avoir des décos responsables. Donc, les gens qui ne sont pas là, ben souvent vont développer des choses, des plans, et ça se fait très facilement, là, si on veut le faire. Là. Donc, il faut quand même prendre le temps de vérifier quand vous faites ces demandes-là. Il faut se mettre dans la tête justement que vous allez peut-être devoir auditer et vérifier ce que la personne a dit, si c'est vrai ou c'est pas vrai. Même si la loi vous dit en tant que telle que vous devez faire confiance à ce que la personne vous a écrit, parce qu'il n'y a aucune vérification dans la loi là, en tant que telle. Là. Donc, mais vous devez justement vous assurer, parce que n'oubliez pas, si vous donnez un avantage de 10 à un fournisseur qui est plus éco-responsable qu'un autre, puis c'est pas vrai, ben vous venez de fausser le système au complet. Vous allez payer plus cher potentiellement parce que vous lui donnez un avantage, puis il l'est absolument pas. Donc, Très il intéressant. faut faire attention de ce côté-là. C'est dans le même sens on dit on fait notre évaluation de rendement, mais si vous avez un nouveau fournisseur qui a justement cette éco-responsabilité-là, ben dans votre évaluation de rendement, c'est un bon point, planifier votre audit en même temps. Ouais. Comment bâtir une relation de confiance et de collaboration avec un fournisseur? On a déjà passé à travers la situation où un fournisseur te sauve, il expédie une pièce en urgence pour toi. Tu lui dis merci, tu as sauvé ma ligne de production. On est dans le secteur public. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une relation de confiance et de collaboration avec nos fournisseurs? Ben, je pense que la confiance, c'est pas compliqué. Ça se construit avec des faits, avec des résultats. Ça se construit pas avec des promesses. Donc, si tu as une confiance avec un fournisseur, puis il te rend service, il te rend de ce côté-là, puis tu dis la vérité habituellement, puis tu dis la vérité, tu vas créer une confiance. Comment de fournisseur que moi qui m'appelle dit, j'ai déjà eu des fournisseurs qui me disent, mon produit, là, achète-le pas. C'est pas vrai, là. J'ai pas un bon produit. J'en vends, mais j'ai pas un bon produit. Ça me donne rien que tu achètes ça. Achète pas mon produit. C'est pas mon porté. C'est pas mon domaine numéro un. Mon domaine numéro un, c'est ça. Puis, mais achète pas ce produit-là en tant que tel. C'est pas un bon produit. Puis ça crée un respect, justement. Si lui ne te ment pas en disant, si tu achètes ça, tu as un paquet de troubles, tu vas changer des pièces à tour de bras tout le temps. Mais si tu le sais, viens pas me voir pour ce côté-là, ça me donne absolument rien. Je pense que c'est ces choses-là que tu vas développer, tu vas établir une confiance avec ton fournisseur. Puis toi, c'est la même chose. Quand ton fournisseur vient te voir, ben, tu peux pelleter des nuages en disant: «Je vais t'acheter 23 résonances magnétiques, puis c'est merveilleux, puis les docteurs vont tous vouloir faire ça, puis tu vas faire ci». Mais si c'est pas vrai, là, ça donne rien de faire ça. Dis la vérité, tout simplement. Moi, je sais que les fournisseurs, j'ai toujours pris le temps c'était toujours ma base de dire: «S'il y a un projet, je vais te le dire. Je t'empêcherai pas de faire ta vente, puis d'aller voir les gens, puis d'aller voir. Peut-être tu es un vendeur, tu as le droit. Mais je vais quand même te le dire, c'est que 0 $ dans l'enveloppe pour ça». Oui, il y a de l'argent, il y a un projet qui s'en vient. Donc, tu vois, pour qu'investir leur argent sur les bons clients, sur les bonnes choses. Puis ça crée aussi, comme je vous dis, un respect des deux côtés de la clôture.
Puis les fournisseurs, ils savent quand on exagère. Hein? Tu sais, si on exagère aussi les conséquences, tu sais, hey, si tu me livres pas demain, là, moi, chez nous, tout brise, ma ligne. Tu sais, quand tu exagères aussi les conséquences, ben, ils connaissent nos réalités. Là, tu sais, ils connaissent le monde municipal ou le monde provincial. Tu sais, ils savent comment ça fonctionne. Ils ont des communications avec des gens dans l'opération. Ils savent qu'en réalité, il ne faut pas non plus exagérer les conséquences d'une situation problématique. Moi, je pense qu'il faut jouer fair play, ouvrir la communication, une communication claire, régulière, honnête, respectueuse. Je pense qu'à partir de là, on a des bases solides avec nos fournisseurs. Oui, puis Patricia, tu perds un peu de la crédibilité aussi, là. Oui. C'est toujours la même formule. La journée, tu as perdu. Ah, C'est facile. C'est très difficile de créer une crédibilité, mais c'est super facile de la perdre. Donc, il faut que tu Oui, fasses puis je attention pense, justement comment tu fais ça avec tes fournisseurs. effectivement, je pense qu'il faut aussi éviter, c'est toujours les communications qui sont constamment par courriel et tout ça. Oui, c'est important d'avoir des communications écrites, là, mais des fois, ça fait du bien une bonne rencontre où on établit les problématiques, puis on peut revenir sur les courriels qui ont été envoyés, on échange avec le fournisseur, on lui explique c'est quoi les éléments qui étaient problématiques et tout ça. On établit un plan d'action où on lui demande un plan d'action avec un échéancier qui est réaliste. C'est sûr que s'il y a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre, puis qu'on dit, ben moi, je m'attends à ce que on est mardi ou lundi, puis on s'attend à la fin de la semaine que ça soit réglé. Ça ne sera pas réglé parce qu'il n'embauchera pas du monde sur le coin de la rue, ou on ne souhaite pas qu'il embauche du monde sur le coin de la rue. On veut qu'ils prennent le temps d'embaucher et tout ça. Fait que des fois, il y a des mesures, puis nous, on l'a vécu dans un contrat récemment où c'est un contrat qui est quand même majeur, qui est un domaine qui a une pénurie de main-d'œuvre, et c'était ce qui était problématique, autant le nombre de personnes qui nous étaient envoyées que la qualité du travail qui était fait par ces personnes-là. Mais on était conscient que ça n'arriverait pas du jour au lendemain, ça serait réglé. Mais on s'est entendu sur un échéancier, un plan de match avec des rencontres régulièrement. Puis aujourd'hui, le contrat se déroule très bien parce que le fournisseur, ben, il y a eu une relation de confiance où on va te laisser le temps, mais en voulant dire, pousse pas trop, pousse pas trop non plus, mais on va te laisser le temps parce qu'on est conscient que l'enjeu ne peut pas se régler à très, très, très court terme. Puis bon, il y avait des mesures qui étaient prises là, pour régler cette situation, pour avoir au moins régler en partie cette situation-là. Mais c'est ça, c'est d'être honnête dans le dialogue, être honnête dans les attentes, être réaliste et tout ça, dans la mesure où ce que l'organisation peut endurer aussi, parce qu'en même temps, on peut dire ça comme ça, les problèmes du fournisseur, ben, tu as obtenu le contrat, il faut que tu livres, mais des fois, bon, il y a moyen d'avoir cette flexibilité-là, puis d'offrir la chance au fournisseur de pouvoir rectifier le tir, puis d'être conscient que ça se peut que ça prenne un certain temps avant d'atteindre le standard voulu. Là, à partir de là, on peut décider d'appliquer des pénalités qui sont dans le contrat. Bon, il y a des mesures qu'on peut utiliser, mais je pense que c'est important d'avoir ce dialogue-là qui n'est pas juste par courriel, où des fois, l'écrit est mal interprété, tout ça, de s'asseoir, puis de se rencontrer, puis d'avoir l'heure juste là, sur l'état, puis la situation. Il n'y a rien de pire qu'un courriel, parce que souvent, il va se dire des choses sur un appel téléphonique qui ne se dira jamais dans un courriel, parce que les écrits restent, malheureusement. Donc, puis un courriel, c'est sans vie. Tu peux penser qu'une personne est très fâchée, puis elle écrit juste rapidement son courriel, puis elle n'a pas dit « Bonjour, s'il vous plaît, pourrais-tu, s'il vous plaît? » Donc là, tu penses qu'elle est fâchée parce qu'elle fait « ting, ting, ting », puis tu es fâché, puis toi, tu réponds en fâché. Donc, je suis 100% d'accord avec toi que la technologie du téléphone, ou puis aller le Team ou le Zoom, peu importe, minimalement, la conversation face à face ou encore une rencontre en personne va souvent délier des problèmes ou simplifier des problèmes qui ont l'air très complexes puis qui ne sont pas si complexes que ça en bout de ligne. Puis c'est des relations humaines. Hein? Tu sais, quelqu'un qui... tu sais, on est humain, là. Je ne dis pas que le comportement est correct, mais si je t'apprécie, Alain, puis tu me demandes quelque chose, ça se peut que je donne le petit plus que, mettons, Patricia, avec qui, mettons, je ne m'entendrais pas bien, là. C'est sûr, ils vont me dire qu'il faut que tu sois professionnel, mais le petit plus, là, je vais te le donner, Alain, si on a une belle relation versus, puis là, c'est pas le cas pour les auditeurs, avec Patricia, ce serait plus difficile, ben oui, je vais faire ce que j'ai à faire, mais le petit extra... Patricia est très facile, là. Patricia est parfaite, là, elle est merveilleuse. Là. Oui, tout à fait, c'est juste pour l'exemple. Mais tu sais, je vais peut-être être moins tenté à faire le petit extra qui fait quand même qui peut faire la différence dans le contrat. Fait que c'est important d'avoir des bonnes relations aussi avec les fournisseurs pour ça, mais toujours dans une limite où
J'avais un problème ce matin avec un fournisseur, puis j'ai une super de bonne relation. Puis 2 heures après, il était dans ma porte de la sécurité avec les boîtes qui auraient pu dire débrouille-toi, ils vont venir de Chicago, là. Mais non, il en a trouvé, il était dans un établissement, il a trouvé des boîtes, mais amenées parce que j'ai une très bonne relation avec ce fournisseur-là. Ouais. là. Donc, des fois, c'est de la petite différence que de cette relation-là que tu peux créer. Le seul problème, c'est que cette relation-là peut durer 3 ans, 2 ans, Tout à fait. 5 ans, puis tu peux partir pour de leur faire, mais même si c'est plate, mais avec ton prochain, ben, tu dois reconstruire une relation, puis ça prend plus de temps. Mais Oui, tu puis vas c'est leur pas faire de pareil. relation de partie de pêche non plus. Non, pas de relation partie de pêche, C'est tout stocké dans les loges. Oubliez ça. Oui, effectivement. Plus Dans le, maintenant. dans Dans le 40 contexte, ans peut-être, mais aujourd'hui, oubliez ça. surtout pas un tour de bâton. Ouais. Mais tu sais, dans le cadre contractuel et légal dans lequel on navigue, c'est d'autant plus complexe de bâtir ces relations-là. Tu sais, on n'est pas dans le domaine privé où là, c'est vraiment une entente de partenariat. Ils bâtissent leurs relations à long terme. C'est un choix qu'ils font d'être mariés ensemble, hein, autant le donneur d'ouvrage que le fournisseur. Ils sont triés sur le volet, puis ils vont vraiment choisir celui qui va leur donner le meilleur rapport en termes de valeur. Donc, celui avec qui ils préfèrent travailler. Ben, nous, on n'est pas dans ce contexte-là, mais pas du tout. Donc, ça émane d'une compétition. Nos fournisseurs, on ne les choisit pas, on les a imposés. C'est des relations qui débutent sur une obligation. Moi, je trouve que le climat là, dans les premiers contacts, si on travaille pas ces relations-là, c'est une situation de méfiance. Les négociations, si on fait pas attention, peuvent devenir difficiles. Tu sais, le fournisseur n'a pas tendance à t'en donner plus. Alain, comme tu dis, là, tu dois être spécialement gentil pour qu'il vienne te dépanner rapidement comme ça. Mais si tu fais pas attention à ces relations, ben, il va dire, ben, de toute façon, quand je vais resubmissionner, ce sera pas une question de si je vais avoir aidé Alain avec sa commande difficile. Ça va être si c'est le meilleur prix, puis ça devient un dû. Tu sais. Fait que ces relations-là sont des relations forcées. Ça résulte d'un appel d'offres, pas d'un choix délibéré. Il faut mettre encore plus d'efforts à bâtir ces relations-là, puis à bâtir les communications qui vont venir avec, puis toute la réponse qu'il va avoir justement quand il va avoir une problématique. Patricia, j'adore ce que tu dis parce que avant de travailler dans le secteur public, j'ai déjà travaillé en aéronautique à Bombardier, puis c'est exactement ce que tu dis. On signait des contrats, on se dit pour the lifetime of the program, pour la durée de vie du programme, qui devait durer 10, 15, 20 ans. C'était ça un partenariat, c'est développer des stratégies ensemble, gérer le risque ensemble, des cost reduction. Mais dans le secteur public, c'est pas ça. Là. Il y a des contrats sur 3 ans ou 5 ans. OK, concession alimentaire, ça peut aller un peu plus long, mais nous autres, présentement, c'est qu'on est, en guillemets, on est pogné, on est dépendant de certains contrats comme contrat d'alarme incendie, contrat informatique. Tu dépasses 5 ans, c'est parce que tu es obligé de rester avec lui, ça coûterait trop cher changer. Donc, ça, c'est pas ça un partenariat. C'est ça qu'il faut faire attention, hein, comme on en jasait un petit peu avant l'émission, quelque part. Je suis d'accord que tu vas essayer de rester avec ton programme informatique, mais tu as peut-être des gens sur le marché qui ont dépassé ton fournisseur actuel, qui sont rendus beaucoup plus loin sur le marché. Donc, si tu vas toujours te dire, ah, je ne changerai pas, c'est trop de trouble, ben, tu vas peut-être manquer des opportunités d'efficacité, des opportunités de faire des économies, des opportunités parce que la compétition est rendue avec l'intelligence artificielle, puis ton fournisseur n'est pas rendu là encore. Donc, tu vas le garder combien de temps? Si c'est tellement sécurisé d'être toujours avec toi, qu'est-ce qui va le forcer justement à faire de l'amélioration? Il y a un bon côté à l'appel d'offres de ce bord-là. Là. Tu sais, faut que tu gardes ton fournisseur qui danse sur le bout des orteils un peu, mais tout en étant dans des souliers confortables. C'est ça la différence que tu vas avoir de ce côté-là, je pense. Mais si tu deviens trop confortable, ben, tu n'auras pas non plus le meilleur service que tu peux avoir en tant que tel. D'où l'importance, Alain, quand on réfléchit des contrats qui sont sur une durée de vie très, très longue, comme celui-là, qui sont implantés pour durer longtemps, jusqu'à temps, effectivement, qu'il y ait une nouvelle technologie qui devienne intéressante à l'explorer, de faire des analyses sur des coûts totaux de possession. Combien me coûte le logiciel en long terme, d'attacher le fournisseur pour un long terme aussi. Je pense que vous avez des limitations en termes de temps, là, mais Ça dépend quel type de contrat. Là. Parce qu'un contrat à la demande, majoritairement, tu vas avoir un 5 ans maximum. Là. Service à la demande, c'est 5 ans maximum. Mais dans un contrat de service en tant que tel,
Tu peux aller, tu sais, si la durée de vie de ta résonance magnétique est de 10 ans, mais tu vas signer un contrat de Fais 10 ans ton avec ton contrat de fournisseur. 10 ans, là, Il y a tu juste sais. lui qui peut faire l'ouvrage souvent dans ce type de Renouvelez domaine. pas annuellement, s'il vous plaît, puis après ça, devenir assujetti à des augmentations massives de frais d'entretien parce que justement, le fournisseur il sait qu'à partir de là, vous êtes pris avec lui ou vous devenez dépendant de ses services. Oui, puis ce qui Non. arrive des fois dans certains domaines, c'est que fournisseur qui sait que le gros bout du bâton ne voudra pas signer à long terme. Et ça, on le voit, entre autres, dans les logiciels où c'est à l'année où ils vont dire c'est correct, on vous ouvre la porte à du multi-année, mais vous allez payer, mettons, vous faites un contrat de 3 ans, on va vous faire payer les 3 ans dans la première année. Tu es comme, wow, attendez une minute, là, le cadre budgétaire n'est pas fait en fonction de ça. Donc, des fois, on est un peu les mains attachées. Puis quand tu parlais tantôt, Patrick, d'une relation sur du long terme, dans des cas comme ça, je trouve des fois qu'on est comme dans des relations de dépendance avec un fournisseur. Puis des fois, ce que je m'amuse à dire quand on me dit oui, mais Gabriel, il faut que je reste avec ce fournisseur-là parce que j'ai commencé il y a 3 ans avec ce fournisseur-là. Des fois, je dis à la blague, dans le fond, tant que l'organisation publique va exister jusqu'à la fin des temps, on est avec ce fournisseur-là. Puis la réalité, ça risque d'être non. À un moment donné, on va vouloir le changer, mais c'est comme si on disait, jusqu'à la fin des temps, on va faire affaire avec ce fournisseur-là. Mais à un moment donné, non, il va peut-être falloir penser à renouveler ou à Aller voir ce faire que un le marché appel va d'offres. faire. C'est ça, ce que le marché peut faire, effectivement. Même dans le privé, quand j'étais dans le privé, là, de temps en temps, on avait des relations avec des fournisseurs très longtemps, mais on allait voir quand même sur le marché. On prenait le temps d'aller voir sur le marché qu'est-ce qui se passait, faire des études de marché, faire de voir qu'est-ce qui se développait, l'innovation qui arrivait, qu'est-ce qui s'en venait dans le pipeline chez les fournisseurs, justement pour dire, peut-être que ça serait intéressant de regarder une autre option. Parce que si tu changes de fournisseur, oui, il y a un coût d'implantation, il y a un coût de changement, mais quand tu fais, comme disait Patricia tantôt, une étude globale sur les coûts et les économies potentiellement à faire, tu peux être surpris quand tu regardes tes coûts peuvent changer énormément. Puis, selon la technologie que tu vas prendre, selon ce que tu vas acheter en tant que tel. Donc, il faut prendre le temps. Puis, très souvent, on fait des appels d'offres tout nus, là. Moins cher, gagne pas. Mais tu ne regardes pas si ton cathéter intraveineux va durer 5 heures, 10 heures, 100 heures, 2000 heures. Tu ne regardes pas comment tu vas. Si tu changes à tous les 4 jours versus à tous les jours, il est peut-être 10 plus cher, mais tu changes en bout de ligne, il coûte beaucoup moins cher. Donc, ce type d'étude-là doit être fait aussi. Beaucoup d'ouvrages. On est-tu rendu là? Non. Mais je pense qu'il faut le mettre dans notre collimateur, que si on veut vraiment faire des économies, il faut prendre le temps d'acheter des produits plus performants aussi. Tout à fait. Mais moi, j'aimerais rajouter un élément sur l'évaluation de rendement. On parle de collaboration avec nos fournisseurs, on parle de les aider à atteindre les standards. Je veux juste être claire sur ma position, à savoir quand c'est pas possible, là, quand le fournisseur, ça arrive des mauvais fournisseurs, là, même si on met toute l'énergie puis le temps à essayer de l'emmener à un standard qui est acceptable, des fois, ça fonctionne pas. Puis l'évaluation de rendement est satisfaisante, qui nous permet d'exclure les fournisseurs. C'est notre outil pour exclure ces fournisseurs-là, puis de protéger notre organisation, à tout le moins pendant un certain temps, de fournisseurs qui viendraient couper les prix, viendraient déstabiliser le marché, donneraient pas le service nécessaire pour qu'on soit en mesure de rencontrer nos objectifs puis de faire nos opérations. Je trouve ça important qu'on vienne nommer que cet outil-là, on doit l'utiliser quand il est nécessaire, malgré toute la collaboration. Puis ce qu'on disait est tout à fait vrai. Par contre, quand c'est pas possible, utilisons l'évaluation de rendement, ne serait-ce que pour lancer un message clair à nos bons fournisseurs que c'est un marché sain pour eux, que même si leurs prix sont plus élevés que des fournisseurs de moins bonne qualité comme celui-là, ils peuvent continuer à venir déposer chez nous parce que des fois, ça fait l'effet inverse. Quand on supporte des fournisseurs comme qui sont moins bons, quand on leur permet de continuer à donner un rendement qui n'est pas satisfaisant par rapport à ce qu'on avait annoncé en appel d'offres ou à ce qu'on est en droit d'exiger comme organisme public, ça décourage nos bons fournisseurs, puis on se retrouve avec un marché qui est limité, mais là, limité de façon vraiment négative, là, limité avec des fournisseurs qui sont de moins bonne qualité. Fait que je trouve ça important qu'on utilise l'évaluation de rendement quand elle devient requise. Puis moi, je vois l'évaluation de rendement un peu comme quand on fait de la ressource humaine, la gradation des sanctions. Il y a des sanctions qu'on va
y aller par étapes et tout ça. Puis donc, avec le fournisseur, des avis écrits, des rencontres, on dit, bon, un plan d'action, il ne réalise pas. Puis à un moment donné, on dit, bon, ben là, la dernière étape, c'est l'évaluation de rendement insatisfaisant. Mais il y a des actes aussi qui sont faits qu'il n'y a pas matière à dire, ah, ben là, ça va être une gradation des sanctions. Vous avez un employé qui vole l'organisation, ben ça se peut qu'il n'y ait pas la chance de voler 2 fois, ce soit le congédiement, mais c'est la même chose pour le fournisseur. Il y a des situations, puis on l'a vu dans certains cas où la municipalité ou l'organisme public a fait une évaluation de rendement parce que, il y avait de la fausse facturation, parce que il y avait des règles environnementales qui n'étaient pas respectées. Donc, il y a eu des cas où c'était vraiment, il n'y a pas plusieurs événements, il y a un événement, c'est majeur, et on fait une évaluation de rendement insatisfaisant. Puis souvent, même, ça l'a emmené à la résiliation du contrat de façon quasi immédiate, là, si ce n'est que pour s'assurer qu'il y a un service qui se fasse. Donc, il faut aussi le voir en 2 volets, l'évaluation de rendement. Il y a la gradation des éléments, là, des étapes qu'on fait avec le fournisseur, mais aussi ne pas hésiter s'il y a des situations qu'on trouve qui sont inacceptables, de le faire de façon exécutoire. Et la question qu'il faut se poser aussi dans une évaluation de rendement insatisfaisant, quand on est rendu là, c'est la situation par rapport au marché. Parce que quand on arrive là, oui, c'est un geste qui est fort, mais si on arrive et on fait l'évaluation de rendement, puis on se dit, ouais, mais là, on a tout fait ça. On a fait approuver l'évaluation de rendement par soit le conseil de ville ou notre conseil d'administration ou peu importe. Et que là, on arrive au dépôt de l'appel d'offres et on dit, ouais, on n'a pas le choix de le prendre pareil parce qu'il y a juste un fournisseur ou il y en a 2, mais le prix de l'autre est beaucoup, 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 beaucoup plus élevé, qui fait que finalement, on va se pincer le nez et on va le prendre. Les organisations paraissent mal dans ces cas-là. Donc, c'est aussi de s'évaluer par rapport au marché, mais il y a des moments, peu importe la situation du marché, je pense qu'il faut lancer un message clair. Si ce n'est que ça peut faire bouger l'organisation, pas l'organisation, mais le fournisseur, dire, bon, ben, je viens d'avoir ça, ben, j'ai des gestes à poser pour améliorer ma performance. Et je terminerai avec la nuance, parce que parfois, c'est sorti dans les médias. Ils ont fait une évaluation de rendement insatisfaisant sur ce fournisseur-là, mais ils ont quand même donné un contrat. Et il y a des fournisseurs qui font plusieurs services. Tu sais, dans le municipal, là, il y en a beaucoup qui font du déneigement l'hiver, puis l'été, ben, ils ne sont pas en vacances, ils font du paysagement. Mais ça se peut que dans un des services, il y ait eu une évaluation de rendement satisfaisant, mais que l'équipe qui s'occupe du paysagement sont très bons. Il n'y a jamais eu de problème, un excellent service. Donc, il faut aussi prendre conscience de ça, que parfois, on va peut-être être appelé à prendre ce fournisseur-là quand même, puis aviser nos dirigeants d'organismes qui prennent la décision de dire, tu sais, pour le déneigement, on s'entend, c'est le déneigement qui est problématique, on l'exclut pour 2 ans, on ne le prendra pas s'il soumissionne, mais l'entretien le paysagement, il est très bon, mais on ne se le privera pas si c'est le plus bas soumissionnaire, il est conforme, puis on sait qu'il est capable de bien faire le travail. Gabriel, disons là que il est exclu pendant 2 ans comme ça, là, puis dans 2 ans, il revient. Tu comprends? Ça pourrait être aussi intéressant dans certains cas de lui redonner à la graine des petits contrats, de voir s'il s'améliore aussi dans le standard, puis de l'accompagner dans des contrats qui sont moins risqués, moins d'ampleur, pour que quand on va arriver au terme du 2 ans, puis qu'il recommence à se missionner chez nous, qu'il ait acquis de l'expérience, des compétences, que ces gens ils aient pris leur aise, ils soient en mesure de rendre le service. Fait que, tu sais, oui, il y a les autres services non visés pour lesquels on pourrait vouloir leur donner, mais peut-être qu'il y a aussi de l'apprentissage pour lequel on va vouloir participer avec notre fournisseur qui est exclu, duquel, tu sais, si j'ai un gros contrat à risque qui est plus critique, je vais pas vouloir que ce soit lui, mais peut-être que pour un plus petit contrat, moins d'envergure, je vais vouloir lui donner pour lui permettre de se faire la main pour que dans 2 ans, ça soit convenant. Ça, je pense que ça serait innovateur, Patricia, parce que c'est une très bonne... c'est un très bon point que tu amènes, puis je pense pas que ça se fait beaucoup. Du fournisseur de dire, écoutez, vous m'avez fait une évaluation de rendement insatisfaisant, aidez-moi à me, comment je peux dire ça, donc, à me remettre sur le bon chemin. Mais même l'organisme public de dire, je vous ai donné une évaluation de rendement insatisfaisant. Si vous êtes d'accord, on peut établir un plan de match pour vous réhabiliter là, auprès de notre organisme public.
Ça C'est un devient excellent moi, point, je mais pense. je pense pas que ça se fait beaucoup, mais ça aurait intérêt à être développé davantage. Je suis d'accord avec Ça toi. fait partie un peu de ce qu'on doit faire aussi. Hein. N'oubliez pas que quelque part, pour faire une bonne évaluation de rendement, il faut prendre le temps de décider, puis de publier qu'est-ce qu'on veut mesurer avec le fournisseur. Parce que tu ne peux pas arriver demain matin et dire au fournisseur, tu ne m'as pas livré à 50 de tes commandes sont en retard. Ouais, mais je ne savais même pas que tu mesurais mes commandes en retard. Donc, il faut prendre le temps dans l'appel d'offres, justement, si vous voulez faire vraiment un bon ouvrage, de publier, de dire ce que vous allez mesurer pour l'évaluation sur une base, si on parlait de rencontres trimestrielles, semestrielles ou quoi que ce soit. Donc, il faut prendre le temps de dire c'est quoi je vais mesurer, c'est quoi je vais regarder. Puis une évaluation, c'est comme n'importe quoi. Une évaluation d'employé, si l'employé ne sait pas ce que tu mesures, c'est dur de s'améliorer. Tout à fait. Il faut le publier, il faut prendre le temps de l'écrire, puis justement que le fournisseur puisse dire, bon, ben, c'est ça qui est important pour eux autres, c'est ça qu'on va faire. Puis pour bien évaluer, il faut pouvoir mesurer. Si vous faites l'évaluation de quelque chose d'abstrait, ça devient difficile de ce bord-là. Il ne faut pas oublier aussi, dans votre évaluation du rendement, ben, vous avez la vision de vos clients à l'interne que vous devez prendre en considération, justement. Est-ce qu'il est un bon service ou pas un bon service? Il peut être très bon ces dates de livraison, mais les produits qu'il livre ne sont pas bons, puis ils font perdre de la productivité sur la ligne de production, exemple. Donc, c'est tout ce genre de choses que vous déjà devez écrire dans votre appel d'offres, dans votre demande de besoin. C'est quoi vous allez l'évaluer? C'est quoi que les besoins que vous allez avoir de ce côté-là? Parce qu'il faut mesurer. Pour Ah, l'avertir, tout à qu'est-ce fait. qu'on veut faire? J'aime ça C'est quand même revenir. étonnant que dans la loi sur les cités et villes, tu ne peux pas faire une évaluation de rendement insatisfaisant si tu ne l'as pas mis dans ton appel d'offres. Mhm. Et à moins que je me trompe, je n'ai pas vu la même disposition dans Non. la LCOP. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être bonifié pour justement, ça ne nous empêche pas de le faire, là, mais de forcer les organismes publics à dire hey, mettez-les dans votre appel d'offres, parce que sinon, si vous faites une évaluation de rendement insatisfaisant, vous n'avez pas publié pourquoi, sur quoi vous allez évaluer. Donc, le processus, pour nous, il ne semble pas être complet. Puis, en certain sens, il y a quand même un volet de justesse avec ça parce que ben, je ne l'ai pas donné, ou à tout le moins qui nous oblige à le donner à la limite à l'exécution du contrat, mais d'arriver devant le fait accompli, de dire hey, c'était l'élément, puis tout ça. Ceci étant dit, il y en a qui vont dire oui, mais dans le fond, tu es évalué sur l'ensemble de ce qu'il y a dans le devis d'appel d'offres. Donc, j'aurais pas besoin de te dire c'est tel critère. Je dis pas que je suis d'accord avec ça, Alain, mais c'est une autre philosophie que j'ai entendue dire ben, Une autre pour respecter philosophie. l'appel d'offres. Ceci étant dit, je pense que s'il y a un système de pointage avec l'évaluation puis une pondération, je C'est pense quoi que c'est toujours plus l'importance fort. Là. relative? Ouais, c'est quoi l'importance Oui. relative de chacun des critères? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est critique? Je pense que tu as tout à fait raison, Gabriel. C'est nécessaire qu'on avise nos fournisseurs. Tu sais, on parlait au début de la rencontre, on a commencé à parler de partenaires, de coéquipiers. Il ne faut pas oublier quelque part, un bon fournisseur, là, c'est pas juste quelqu'un qui t'emmène ton produit en temps, là. C'est quelqu'un qui partage tes valeurs aussi. Donc, dans ton évaluation de la performance, justement, il faut que tu marques c'est quoi tes valeurs à toi, c'est quoi tu vas Mhm. évaluer dans tes valeurs à toi. Le devis peut avoir 2 millions de lignes, là. Mais c'est quoi tes valeurs à toi? Donc, si tu prends le temps de l'écrire correctement, ben, le fournisseur va savoir qu'est-ce qui est important pour toi, puis il va pouvoir se concentrer là-dessus. Puis les choses sont moins importantes, ben lui, je ne dirais pas que c'est pas important de les faire pareil, mais peut-être il va voir que il va faire ce qui est plus important pour toi, puis ce qui est plus important pour ta business. Puis justement, essayer de trouver c'est quoi ses valeurs à lui aussi, puis partager ces valeurs-là, puis voir si ces valeurs sont compatibles. Mhm. J'aimerais ça revenir sur ce que tu as dit, Patricia, de donner une seconde chance, peut-être un petit contrat à court terme à des fournisseurs. Moi, je suis all-in avec ça, mais c'est sûr que les personnes qui ne seront pas peut-être en accord avec ça, ça va être le requérant. C'est le requérant qui a peut-être souffert avec ces fournisseurs-là. Peut-être lui va dire, je t'entends à pro, mais non, je ne veux pas dealer avec ce fournisseur-là. Peut-être c'est ça qui va arriver. Tu as raison. Ça va prendre on jase, mais ça va prendre une adhésion. Ça va prendre un plan de match. Ça va prendre, ça dépend toujours de c'était quoi les raisons duquel on a sorti le fournisseur, puis comment on va gérer le risque que le fournisseur a créé dans mon organisation. Mais je pense que tout ça, ça s'adresse dans une rencontre justement avec ce requérant-là, de dire, ben, de toute façon, dans 2 ans, ce fournisseur-là récupère le droit de soumissionner. Est-ce qu'on est capable, tranquillement pas vite, de le réintégrer, de l'emmener au standard pour le gros contrat sur lequel il déposera, puis de gérer ce risque-là dans des petits pour qu'il fasse
l'acquisition de compétences. Peut-être que oui, peut-être que ça va être complètement impossible, hein, dépendamment du problème qui a été créé, là. Tu sais, si c'est un problème en santé-sécurité, tu sais, on se comprend, là, il y a certaines problématiques duquel on n'applique pas de gradation, comme Gabriel l'a bien mentionné, là, duquel ça va être difficile, tu sais, on va vouloir profiter du 2 ans sans le fournisseur. Par contre, je pense que dans certains cas, on va vouloir se servir quand même du levier. Puis dans ce cas-là, ce sera important effectivement d'aller chercher l'adhésion de ton requérant. Ben, la clé, c'est le 2 ans. C'est après 2 ans, ben, ça se peut que tu l'aies. Parce que tu posais la question, Patrick, j'écoutais Patricia, puis je me disais, ben, tu sais, si le marché, là, j'ai des fournisseurs à la tonne, ben, ça vaut peut-être pas la peine. Puis quand elle leur parlait du 2 ans, là, mon idée a changé de base. Ouais, mais effectivement, dans 3 ans, ils pourraient soumissionner et tout ça. Fait que j'ai Pour ton peut-être prochain intérêt. appel d'offres, il va peut-être soumissionner. C'est ça. Fait que j'ai intérêt à essayer de l'améliorer parce que ça se peut que je n'ai pas le choix de travailler avec dans 3 ans. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, hein, si un fournisseur en tant que tel flanche, ben c'est toute ta mission qui peut flancher en tant que tel. Là. Parce que quelque part, c'est beau de faire de dire à un fournisseur que tu n'as pas le droit de soumissionner pendant 2 ans, mais tu as un remplacement. Puis que ton remplacement va être pire que ce que tu avais avant, tu ne sais pas. Donc, tu sais, travailler avec le fournisseur et l'aider à s'améliorer, comme on disait tantôt, souvent, ça va permettre d'avoir un avantage. C'est sûr que tu vas arriver dans certains temps, c'est un cas désespéré, tu ne peux rien faire. Mais l'aider à s'améliorer, puis pouvoir avancer de s'améliorer, ben, tu ne sais jamais ce que tu as présentement, c'est peut-être pire ce qui s'en vient si tu le changes. Si tu prends le temps, tu n'as pas pris le temps de le faire correctement. Puis il ne faut pas oublier, même matin, je ne sais pas, un dossier qui est. On va prendre un dossier, exemple, les vidanges. OK? Demain matin, tu as un fournisseur qui n'est pas correct, tu sors, toi, tu t'envoies dehors, mais as-tu un autre fournisseur pour le prendre? Tu ne peux pas dire à ta ville, ben, je vais attendre 6 mois en appel d'offres pour pouvoir faire un autre appel d'offres de fournisseurs. Il faut qu'ils se commandent des camions, il faut qu'ils envoient. Donc, faut que tu vois les impacts aussi de faire ça. Puis souvent, l'impact est d'essayer de corriger la situation, d'améliorer la situation. Ben, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de troubles, dur de dire votant, mais tu as un impact souvent. Qu'est-ce que tu fais entre-temps? Tu trouves n'importe qui, tu vas chercher n'importe quoi. Ouais. Tu sais, ça te prend Mais quelqu'un qui a des camions de vidange. Tu m'amènes à un point, là. Tu parles justement de cette situation-là, des camions de vidange et tout ça. Mais souvent aussi, il ne faut pas oublier que l'évaluation de rendement insatisfaisant, là, la durée du processus, là, une fois qu'on l'enclenche et tout ça, là, on parle d'à peu près 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 3 mois. Là. Donc, si je fais mon évaluation de rendement vers la fin du contrat, puis je dois renouveler mon appel d'offres et tout ça, je peux me retrouver à ne pas être dans la bonne fenêtre et que le soumissionnaire n'a pas eu son évaluation de rendement, j'ouvre l'appel d'offres. Et là, le dilemme, c'est de dire, oui, mais si je le fais trop tôt, mettons 6 mois avant la fin du contrat, c'est quoi la qualité de service que je vais avoir à la fin? Fait que ça, des fois, c'est des échanges qu'on a avec les requérants, puis je vous avoue que la réponse n'est pas toujours facile à donner parce qu'effectivement, on peut faire une évaluation de rendement très en avance, puis dire, bon, puis là, on ne va pas résilier le contrat parce qu'on doit assurer le service, on doit repartir en appel d'offres et tout ça. Mais des fois, il y a une crainte de dire, ben, ça va être quoi le niveau de service que je vais avoir. Fait à travers ça, ce qui est important aussi, ça peut être des pénalités qu'on a dans le contrat parce qu'à un moment donné, le fournisseur, oui, il n'est pas content d'avoir l'évaluation de rendement insatisfaisant, mais il est encore moins content si ça joue sur ses revenus, ses profits en lien avec le contrat. Mais tu sais, il y a tout ce dilemme-là d'être trop tard puis d'être pris pour le prendre dans le prochain appel d'offres qui, quelques mois après la fin proche de la fin du contrat, ou d'y aller trop en amont puis d'avoir peur de ne pas avoir de service et tout ça. Là. Est-ce qu'on devrait avoir plus qu'un fournisseur? Dans certains. Tu sais, on a une tendance à aller avec des fournisseurs uniques. Là. Demain matin, mon crayon, je vais l'acheter d'un seul unique fournisseur. Mais on devrait-tu développer justement avoir des appels d'offres à 10 avoir plus qu'un fournisseur sur lequel on peut acheter? T'en perds un, tu peux travailler. Il y a des choses qu'on ne pourra pas le faire nécessairement. Tu ne mettras pas nécessairement 2 personnes pour faire le ménage dans le même bâtisse. Une compagnie qui fait le 3e étage, puis une compagnie qui fait le 2e étage. Mais quelque part, dans certains domaines, on a tendance malheureusement à se monopoliser avec des fournisseurs. Puis en te monopolisant avec un seul fournisseur, ben, qu'est-ce que tu fais? Si ça ne va pas bien, ben, tu es pris à la gorge. Puis tu ne peux plus t'en débarrasser, tu ne peux plus rien faire parce que tu as un seul unique fournisseur, à moins que tu repars un appel d'offres. Alain, c'est exactement ce que je pensais, la dépendance excessive à un seul fournisseur.
Le danger dans notre domaine qu'on a dans le public, c'est souvent la structure fait que tu te ramasses avec un seul et unique fournisseur. Puis tu n'as plus d'options. Puis Ouais. souvent, on va la créer nous-mêmes, cette dépendance-là, Oui. hein, parce que des fois, le marché est en santé, ben on réfléchira pas aux conséquences nécessairement, mais on va lancer, on parle de collecte d'ordures, disons, là. Tu sais, on va dire, ben j'ai des fournisseurs qui sont capables de prendre toute l'entièreté de mon territoire ou je l'ai divisé en lots, puis finalement, au terme de l'appel d'offres, tu as un seul fournisseur qui remporte tous tes lots pour une durée de 7 ans, par exemple. Tu arrives au bout de ton 7 ans, quel fournisseur a survécu à un 7 ans dans un contrat de collecte d'ordures ménagères? T'es t'es le seul donneur d'ouvrage public dans ce domaine-là qui a été 7 ans sans ouvrage. Tu viens de créer toi-même cette situation-là où tu as une Le dépendance pénurie. d'un fournisseur. Ouais, Une tout à pénurie fait. Tu maintenant. viens de créer ta solution parce qu'il n'y a personne. Puis c'est un des problèmes qu'on a souvent, qu'on regardait quand les gens avaient peur, quand on a commencé à faire des regroupements d'achats au Québec en santé. C'est qu'au lieu de diviser, on avait quatre regroupements d'achats. Puis quand on a tout ramené dans un seul regroupement d'achats, ben là, on a dit, oh, danger, danger. Parce que quelque part, si je donne mes crayons à la grandeur du Québec à un seul fournisseur, qui va rester au Québec pour dire, oh, ben, peut-être que dans 4 ans d'ici, je vais avoir un autre appel d'offres de crayons. Tu n'as plus de représentants sur la route, les bureaux ferment, on n'a pas d'argent à faire au Québec, on va aller ailleurs, simplement. Puis Faire de quand la tu arrives ailleurs, ben, concurrence. tu te crées un monopole. Le fournisseur, c'est créer un monopole. Il n'y a plus personne pour reprendre la relève. Surtout quand, comme tu dis, dans l'enlèvement des rebuts, ça prend des camions, ça prend des choses, ça prend un gros Un investissement investissement, pour oui. pouvoir faire ça. Demain matin, si c'est pas rentable, je vais aller ailleurs, là, tout simplement. Ouais. Puis tu as vidé la région, en donnant un gros contrat, tu as vidé la région. J'ai déjà fait un appel d'offres, moi, où on interdisait à certains fournisseurs de gagner plus que 2 lots. Parce que, disons, on avait Ouais. plusieurs lots, on interdisait aux fournisseurs de gagner plus que 2 lots parce qu'on voulait garder d'autres personnes fonctionnelles. C'est vraiment Oui, puis intéressant. l'élément qu'il faut déboulonner, puis c'est pas un reproche parce qu'on est conscient que nous, des fois, on est souvent effectifs limités, nos requérants aussi. C'est sûr qu'il y a un appétit pour nos requérants de dire ouais, mais j'ai juste un fournisseur à gérer, j'ai juste un contrat à gérer. Puis c'est vrai que c'est plus simple quand ça va bien, Ouais. on s'entend. Mais des fois, là, tu sais, comme tu dirais, comme par exemple, Alain, de dire ben moi, je limitais à tant de lots par fournisseur. Oui, ça va faire plus de fournisseurs à gérer, mais tu t'assures que le marché quand même va rester en santé et tout ça. Tu n'es pas dépendant d'un seul fournisseur qui, si du jour au lendemain fait faillite ou il arrive quoi que ce soit, ben c'est un peu le bec à l'eau. Là. Moi, je vais vous ramener une date mémorable, 15 mars 2020. Ah, ouais. Pas OK? pandémie, ça? Alors voilà. Donc, on avait des fournisseurs uniques. Ce fournisseur-là, unique, a levé les 2 pieds ou plus capable de fabriquer parce que tout simplement il est tombé en pandémie, il n'y avait plus d'employés dans son usine, donc il ne faisait plus de masques, il ne faisait plus de ci, il ne faisait plus de ça. C'est qu'est-ce qu'on a fait? On se revirait de bord, il n'y avait plus rien disponible. On était en Chine, Donc, l'importance d'avoir plusieurs fournisseurs autant que possible qu'on peut le faire a un avantage. Dans le privé, là, dans le public, c'est un problème, mais dans le privé, là, j'essayais toujours d'avoir au moins 80% avec un fournisseur, 20% avec l'autre. Parce que si un tombe en grève, ben, je peux me revirer de bord, puis au moins planifier, dire hey, c'est possible que l'autre s'en vient en grève, donc tu peux-tu reprendre la business que tu vas avoir là? Puis il y avait un intérêt de ce côté-là. Le danger d'avoir un seul fournisseur, c'est que tu te ramasses demain matin, tu n'as plus rien. Puis 20 mars 2020, ceux qui l'ont vécu, qui étaient dans le domaine, qui l'ont vécu, ben on a pédalé énormément pour trouver quelque chose pour continuer de faire fonctionner les hôpitaux, continuer de faire fonctionner les ambulances. Moi, j'ai un domaine d'ambulance, donc quelque part, si mes paramédics étaient pu en protéger, puis c'était les premiers répondants sur la ligne, puis tu ne sais pas si la personne, au début, on ne savait pas si la personne était contagieuse ou pas contagieuse, tu dois l'habiller, ça prend des gants, ça prend des masques, puis tu ne trouvais plus rien. Donc, tu deviens très innovatant. Mais si j'ai eu 2, 3 fournisseurs, Ouais. ben, un en Europe, exemple, un aux États-Unis, un en Chine, ben, j'aurais peut-être pu me débrouiller plus facilement pour continuer d'avoir des fournitures ou me ramasser avec pas grand-chose. On a survécu, on l'a fait. On a été très créatifs. On aime ça l'adrénaline un peu en approvisionnement. On a été très créatifs, mais quelque part, avoir plusieurs fournisseurs, ça peut aider aussi. Oui, puis ton exemple est bon parce que non seulement il y a eu une pénurie, mais la demande explosait. Moi, j'étais dans le municipal, puis je pensais que j'étais retourné dans le réseau de la santé parce que tout ce qu'on parlait d'acheter, c'était des masques, des gants, des lingettes désinfectantes et tout ça.
Bon, avec le temps, il y a des fournisseurs qui se sont improvisés Ils ont développé des là-dedans. expertises. Ils ont développé un marché. Oui, tout à fait. Mais à court terme, les premières semaines, effectivement, c'était assez rock'n'roll, là. Quand on parlait tantôt de partenariat aussi là, avec les fournisseurs coéquipiers, là, on a un ami au sud de nous autres qui s'appelle les États-Unis, qui malheureusement vont peut-être mettre des tarifs. Si on était à la Chine, on aurait des tarifs de 185 là. Donc, qui malheureusement vont avoir des tarifs qui vont différer. Puis là, tu as un fournisseur, justement, qui t'a signé un contrat de 3 ans pour quelque chose qui vaut 2 $. Mais son 2 $, il n'est plus rendu 2 $. Son 2 $ est rendu 4 $. Puis il est pogné avec un contrat. Donc, quand on parlait de partenaires de fournisseurs, moi, nous autres, on a pris comme position à l'organisation que si un fournisseur, si vraiment les tarifs arrivaient, puis un fournisseur avait un tarif, donc on dirait, donne-moi ta facture avant, donne-moi ta facture de fournisseur après, puis je vais te compenser pour le montant d'argent pour que tu ne perdes pas d'argent en tant que tel. Parce que c'est là que le partenariat commence à travailler quand tu peux. Parce que tu ne peux pas dire au fournisseur, non, tu m'as promis 12,95, tu vas payer 12,95. Ben, il va fermer les portes, il va arrêter de te livrer, tout simplement. Bien, les tarifs pourraient faire l'objet d'une émission complète, mais tu sais, oui, ce que tu dis, en même temps, il faut faire attention. Hein, des fois, ils ont des solutions innovatrices. Il y en a des solutions de changement d'usine. J'en avais un, moi, la semaine passée, qui fabriquait aux États-Unis, qui nous a réclamé 75 000 en tarifs douaniers. Puis, oups, on a refusé, on a négocié un peu avec lui. Puis, 3 jours plus tard, il était rendu qu'il envoyait tout ça à faire fabriquer à son usine au Portugal sans tarifs douaniers. J'ai un collègue la semaine passée qui soulevait qu'il y a une partie de ces contre-tarifs-là qui vont être assujettis à des subventions. Fait que, tu sais, il y a tout ça qu'il faut faire attention avant d'accepter de collaborer ou même de briser l'équité avec nos fournisseurs. Bref, de là d'avoir des contrats qui sont quand même flexibles, mais il faut faire attention aussi là, que le fournisseur tienne son bout du marché. Et Alain, tantôt, tu as parlé, puis on est allé très vite, là, le fameux 10 %. Là. Effectivement, pour des fournitures, là, entre autres, là, je pense que c'est quelque chose qu'on sous-utilise là, dans les organismes publics, surtout pour des fournitures qui sont stratégiques. Là. Je pense, dans ton cas, j'imagine que des gants, c'est assez stratégique. Là. Ça fait partie des systèmes que tu ne vas pas manquer, disons. Ben, effectivement. La seule chose, c'est que il faut que les fournisseurs, les soumissionnaires qui sont après le plus bas soumissionnaire, soient à l'intérieur de la marge de 10 %. Ça, c'est un peu la condition et tout ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit utiliser davantage, surtout pour des achats de biens et des éléments qui sont stratégiques, que rapidement, on puisse passer à un autre Parce qu'un fournisseur qui ne peut pas te livrer demain matin, mais si l'autre est à l'intérieur du 10 %, mais peut-être que lui peut te livrer demain matin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on doit utiliser davantage. L'outil est là, puis on l'utilise assez rarement, mais l'outil est là. Il ne faut pas oublier, nos systèmes n'aiment pas ça. Hein. Je ne sais pas vos systèmes à l'université, là, mais nos systèmes à nous autres, ça devient du manuel. Je suis d'accord avec toi. La version contractuelle, c'est pas évident, puis c'est un obstacle. Mais j'ai déjà vu le système que tu devais dire donne 80-20 à lui, puis le système faisait ses commandes en fonction du 80-20, ça existe. Mais la plupart des systèmes qu'on a présentement dans le domaine de la santé ne permettent pas ça, donc ça devient du manuel. Mais ça te permet de garder le deuxième fournisseur en vie, puis heureux en tant que tel, puis qui va peut-être te réagir si tu as des besoins ou tu as des problèmes. C'est ton système, c'est ton dépanneur, ça devient ton dépanneur en tant que tel. De là d'avoir fait une bonne visite de marché, de voir c'est quoi ton risque à cette dépendance-là ou à cette création de dépendance éventuellement. Puis, c'est une bonne gestion de fournisseurs. Nécessairement, ça va passer par une diversification des sources d'approvisionnement. Puis les contrats à commande ou les marges préférentielles au niveau du public là, sont des bons outils pour s'assurer de ça. Peut-être à l'autre extrême. Il faut éviter aussi de tomber dans l'autre extrême où tu as trop de fournisseurs, puis il n'y a plus de volume assez pour que ça soit intéressant pour lui. Quand tu dilues ton volume à travers bien des fournisseurs. Tu trouves le bon balancier entre les deux. Là. Avoir une masse critique pour que ça vaille la peine, mais pas avoir 100% de tes œufs dans le même panier. Donc, quand tu peux le faire puis garder tes œufs dans 2 paniers, 3 paniers, mais si tu mets ça dans 25 paniers, ben là, ça ne vaut plus la peine. C'est plus nécessairement rentable. Par le bénéfice, oui. Panélistes, l'épisode 9 tire à sa fin. Encore une fois, merci de votre apport à ce balado et des échanges enrichissants. Votre contribution aide grandement à valoriser et démystifier certains aspects du métier d'approvisionneur. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié l'épisode
Et n'oubliez pas d'encourager et supporter l'achat local le plus souvent possible. Un remerciement à notre partenaire Chaîne d'approvisionnement Canada, ainsi qu'à tous nos partenaires qui ont pour mission de faire avancer la profession. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Faites partie du mouvement, faites partie du changement et aidez-nous à valoriser la profession. On se revoit à l'épisode 10 le mois prochain où nous parlerons transparence et éthique, prévenir les conflits d'intérêts et favoriser une concurrence équitable avec Maggie, Antoine et Gabriel. Merci panélistes et à bientôt!